Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet, qui est plutôt vraiment comment nous avons utilisé notre méthode agile, enfin, les méthodes agiles pour déployer et pour déployer rapidement une nouvelle solution PDM et remplacer, comme Nadine l'a dit, nos systèmes legacy, et nous en avions plusieurs, et nous les avons vraiment remplacés complètement. Pour cela, il faut revenir d'abord à notre situation en 2014. En 2014, l'acquisition par Microsoft de la division mobile de Nokia venait juste de se faire. Elle avait été annoncée un petit peu avant. À ce moment-là aussi, disons, la stratégie d'entreprise s'orientait complètement vers, par exemple, mobile first, cloud first, les missions que je vous ai montrées un petit peu avant. Et nous avions un portfolio de produits qui est à peu près qui est montré sur cette slide. Ça a un petit peu évolué depuis, mais à ce moment-là, avec l'acquisition, nos équipes de management ont décidé de porter un regard critique sur les opérations, par exemple les opérations de R&D et toutes les opérations, la chaîne d'opération jusqu'à la fabrication pour nos produits hardware. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'on avait beaucoup de systèmes en concurrence, beaucoup de systèmes qui étaient déjà quasiment obsolètes. Certains arrivaient à leur fin de vie, disons qu'on allait perdre, par exemple, le support ou qu'ils ne seraient plus sur garantie, que si on perdait les données, on pouvait les perdre à jamais. On voyait aussi plusieurs process qui étaient en parallèle et beaucoup d'opérations manuelles, de double entrée de données. Ça a motivé un programme complet de refonte de toute l'architecture, à la fois les procédés, les personnes et les systèmes, et remplacer plusieurs systèmes, dans beaucoup de cas, par un seul système. Et essayer d'harmoniser, disons, autant que faire se peut, pour toutes les lignes de produits. Alors, avant même de quasiment choisir la plateforme ou choisir la solution et même commencer vraiment le projet, une chose qui a été faite immédiatement, ça a été de décider quels seraient nos objectifs business. Et ils ont été choisis de sorte qu'ils soient stables et qu'on puisse les utiliser comme, disons, étoiles polaires dans le long terme. On savait que la plupart de nos requirements changeraient, que les lignes de produits, il y en aurait des nouvelles, il y aurait peut-être des acquisitions, mais on voulait choisir des objectifs qui seraient stables. Le premier, c'était accélérer design collaboration entre les lignes de produits aussi. C'est donc pas seulement qu'une personne puisse créer sa part ou sa nomenclature plus rapidement, c'était aussi pouvoir, par exemple, réutiliser entre lignes de produits, parce que nous avions vu que certaines travaillaient en silo et ne réutilisaient pas beaucoup l'information. Ne la trouvaient pas ou ne pouvaient pas la réutiliser. Le second, c'était d'avoir une véritable fondation qui serait stable de product data. Nous avions plusieurs procédés de change management, engineering change management. Nous avions différentes façons de donner des noms, enfin des identifiants aux parts, par exemple, de choisir une méthode et de l'appliquer à tous, autant que faire se peut. La suite, c'était aussi d'avoir le maintain la traçabilité du début à la fin des process. Donc, depuis vraiment le planning, les visions, jusqu'à la manufacturing. Parce que jusqu'à présent, il y avait certaines divisions qui avaient vraiment utilisé des temporary codes dans Excel, ou même aucun identifiant du tout. Et donc, on n'avait pas le digital thread dont vous avez parlé un petit peu avant. Ensuite, c'était la collaboration. La collaboration interne et externe, c'était par exemple donner la possibilité à nos collaborateurs externes de pouvoir aussi participer à la création des données techniques. Dans certaines divisions, nous avions ces capacités déjà.
par exemple, chez la division Nokia Mobile, nous avions déjà des portails et des possibilités pour les collaborateurs de quasiment faire toutes les actions. Mais dans d'autres divisions, ça n'était pas du tout le cas. C'était plutôt le collaborateur va envoyer des fichiers Excel ou des fichiers texte et quelqu'un dans Microsoft les remarquera de façon, entrera les mêmes données manuellement. On pouvait optimiser tout ça. On pouvait optimiser tout cela. Ensuite, c'était le support de plusieurs modes de fabrication et de modes d'opération. Il faut savoir qu'à ce moment-là, nous avions aussi plusieurs usines, nous en avons toujours. Nous avions aussi des modèles où nous produisions chez des partenaires. Et il fallait donc une solution qui marche à la fois de façon interne, externe et interne, et qui puisse changer au cours du temps. Parce que la plupart de notre équipe nous avions déjà plusieurs années d'expérience, nous avions souvent vu le système précédent se mettre en place, nous avions aidé à le mettre en place, nous avions peut-être même vu le système avant se mettre en place. Nous savions que ce seraient des projets qui prendraient 5 ans, 2 ans, 3 ans, qui continueraient tout le temps, qu'on aurait sûrement le système précédent encore en circulation, ça nous semblait une tâche gigantesque. Mais on a pensé que cette fois-ci, on pourrait quand même essayer quelque chose de nouveau et qu'on pourrait utiliser une méthode agile, que l'on pourrait essayer d'avoir une solution que l'on ne déploie pas d'un coup, qui serait parfaitement prête, mais plutôt déployer différentes fonctionnalités petit à petit, réadapter quand on aurait du feedback de nos utilisateurs, être prêt à changer si on avait des nouvelles lignes de produits qui prenaient priorité, être prêt à changer si, par exemple, des modes de fabrication ou nous allions vendre nos usines et, au contraire, racheter d'autres divisions. Donc, nous avons choisi une méthode agile et d'avoir un software que l'on pourrait incrémenter de pas à pas. Et une des raisons d'avoir choisi Arras, c'était justement la possibilité de créer notre plateforme. Customiser n'était plus un bad term parce que ça devenait une véritable partie du produit en lui-même. Si on commençait à rajouter nos propres types, nos propres properties, nos propres relations, le système ne souffrirait pas. Et en fait, on ferait exactement la même chose que ce que font les équipes Arras. Donc, nous avons décidé de choisir une plateforme qui aussi supporterait une méthode agile où l'on peut développer les capacités petit à petit, et parce qu'on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas tout à fait ce dont on aura besoin demain. Il nous fallait une solution dans laquelle on puisse produire et développer de façon itérative. Parce que le domaine PDM est très large, nous avions aussi décidé de diviser le problème en différents, disons, areas. Ça ne veut pas dire qu'on travaillait en silo, mais ça voulait dire on avait simplifié un petit peu notre problème et on avait aussi décidé d'avoir des équipes. Donc, il nous fallait des équipes qui soient spécialisées un petit peu dans le classification management, d'autres dans le component management, d'autres dans le change management. On ne pouvait pas tout attaquer ensemble et en même temps. On voulait aussi identifier dans tous ces domaines les big rocks, les problèmes. Et on a vu que dans certains, il y en avait. Par exemple, on avait un système de engineering change management qui était complètement déficient. Il nous fallait quelque chose de nouveau. Il nous fallait aussi, par exemple, réinventer la classification des parts parce qu'on avait plusieurs modèles en concurrence et aucun n'était vraiment satisfaisant. Un était spécialisé pour les téléphones, mais les téléphones dans les années 80. Un autre était spécialisé pour peut-être les tablettes, ou peut-être pour les consoles, et avait été reformulé pour les tablettes. Bref, il a fallu réorganiser, réinventer des solutions dans quasiment tous les domaines. En ce moment, notre solution OnePDM, donc, qui est basée sur Arras, couvre surtout la partie qui est centrale. Pour les autres parties, on a plutôt des intégrations. Une idée aussi pour disons, être plus rapide, c'était de réutiliser des standards quand c'était possible.
ou au moins de s'inspirer de standards, de ne pas réinventer la roue s'il existait déjà des solutions. Nous avons fait ça par exemple pour le Engineering Change Management. Nous avons discuté avec nos utilisateurs, mais nous avons aussi regardé ce qui existait déjà dans l'industrie ou ce que, par exemple, nos consultants Arras et d'autres consultants nous avaient proposé ou ce que nous avions vu dans les solutions concurrentes, parce que nous avions parfois décidé, nous avons choisi de ne pas développer, par exemple, dans d'autres plateformes concurrentes, mais ils avaient parfois des bonnes solutions où nous pensions qu'elles étaient bonnes. Et nous savions que, par exemple, dans Arras, il serait possible de quasiment reproduire certains choix que nous n'avions pas out of the box. Donc, utiliser les standards pour aller plus vite dans certains cas. Avec tous les, toutes ces requirements et tous ces standards et ces domaines, nous avons aussi décidé de créer une roadmap parce qu'on se doutait bien qu'on ne pourrait pas tout faire en même temps. Cette roadmap, elle n'était pas complètement gelée. On avait pensé aussi qu'on pourrait la changer. L'idée, c'est d'avoir juste un petit peu de visibilité, de savoir ce que l'on ferait le mois prochain, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Mais on se doutait bien que plus on regarderait loin, plus il était possible que l'on change complètement et que la route dévie d'un côté ou de l'autre. Mais il nous fallait une roadmap. C'était aussi important pour nos utilisateurs. Ce qui était aussi important, c'est de rajouter dans la roadmap pas que ce qu'on allait offrir à nos utilisateurs, mais aussi certaines milestones importantes. Par exemple, on savait qu'aux alentours de Noël ou des fêtes de Nouvel An, il y a beaucoup de produits qui sont en vente. Donc, 6 mois avant, disons, c'est une période très active dans le domaine des gestions des techniques. Ce n'est pas le moment d'avoir un nouveau système parce que c'est le moment où toutes les lignes de produits ont leur nouvelle release. On savait aussi, par exemple, que dans certains cas, notre système legacy on allait perdre, par exemple, la garantie, ou qu'on allait perdre le support, ou qu'on allait payer des licences que jusqu'à telle date. Donc, il fallait absolument qu'on ait suffisamment de capacités pour pouvoir remplacer ce système par notre nouvelle solution basée sur Arras. Comme tous ceux qui travaillent sur une méthode agile, nous avions donc différentes équipes. Nous avions des Scrum Masters, des Product Owners. Nous avions, et nous avons toujours, backlog, des listes de requirements. Et nous avions organisé en sprint. Alors, certains sprints au début nous ont juste étaient surtout là pour installer la plateforme, pour avoir le minimum vital, ce qu'on appelait notre MVP, Minimum Viable Product. Et donc, on n'a pas immédiatement pu avoir vraiment des utilisateurs quand on avait seulement, par exemple, que le volant. Mais on a pu très rapidement avoir des end-to-end démos, où on a pu tester le process, on a pu regarder si c'était mieux qu'avant, on a pu on a pu changer, et on a changé plusieurs fois de direction. Pas complètement nos objectifs, mais certaines fois des choix techniques ou des choix de process. On a par exemple regardé ce qui se faisait dans les Arras Community et Community Solutions qui existaient pour voir ce qu'avaient fait les entreprises et comment est-ce qu'on pourrait nous-mêmes rajouter des customizations ou des configurations dans Arras et réutiliser ce que l'on pensait être le mieux pour nous, en tout cas. Le but, c'était d'arriver assez rapidement à ce MVP, ce Manual Viable Product, pour que l'on puisse avoir de véritables utilisateurs utilisant Arras en production et avoir un réel feedback. Et on ne voulait pas attendre 2 ans. Quelque chose d'autre qui est très important pour pouvoir être capable de réagir rapidement, c'était aussi un mode des instances de décision très claires. Parce que parfois, il y a des conflits, parfois il y a différents choix, tous nos utilisateurs ne sont pas d'accord, certaines lignes de produits veulent ça, d'autres ne le veulent pas, certains standards sont acceptés mais pas par tous. Il nous fallait donc
disons, des instances de décision très très claires pour pouvoir régler les problèmes rapidement et ne pas avoir à la fois des ingénieurs qui sont très rapides, mais d'un autre côté des process et des décisions politiques qui freinent tout. Pour cela, nous avions cette structure et nous l'avons toujours. D'abord, Governance Board, donc à un niveau très élevé, qui se réunit trimestriellement. Et l'idée, c'est les budgets, les objectifs, les roadmaps, les directions, étant toujours dans les délais, dans les coûts. Le steering committee des directeurs, et là, par contre, c'est une réunion chaque semaine. Et c'est la résolution des problèmes qui n'ont pas pu être résolus, par exemple, par les équipes, par les sprint teams. C'est aussi disons, par exemple, change management, le deployment, choisir, enfin, dans quelles équipes nous ferons le deployment d'abord, pour quel projet, pour quel produit, par exemple, au départ. Et de manière générale, avoir, disons, des instances de décision qui peuvent chaque semaine prendre des décisions et faire avancer le projet. Et ensuite, nous avions les équipes de développement, nous avons toujours les équipes de développement, et nous avons pas mal de liberté, finalement, pour résoudre les petits problèmes et pour avancer de l'avant. Nous avions au départ quasiment 8 équipes, à la fois aux États-Unis, en Europe et aussi déjà à ce moment-là en Inde. En ce moment, nous avons toujours à peu près 4 équipes, moitié-moitié aux États-Unis et aussi en Inde, parce que nous avons pas mal de personnes, enfin chez Microsoft, qui travaillent en Inde, Microsoft IT. L'idée, c'est aussi d'avoir ces équipes co-located, donc au même endroit. Alors pour moi, par exemple, qui était en Europe, ça a été la décision d'aller aux États-Unis avec certains de mes collègues. Nous avons fait le grand pas pour être plus près de nos utilisateurs et plus près du reste de nos collègues. Parce qu'après avoir voyagé quasiment une fois par mois aux États-Unis, ça devenait difficile. Le résultat, c'est qu'en moins de 8 mois, nous avions notre MVP. Et en moins de 8 mois, nous pouvions déjà avoir des utilisateurs et plusieurs centaines d'utilisateurs dans notre système ARAS en production, créant des parts, des nomenclatures, créant des engineering change orders en production dans ARAS et n'utilisant plus nos systèmes legacy. Ça ne voulait pas dire qu'on avait remplacé ces systèmes, mais ça veut dire que certaines équipes, certains produits étaient entièrement créés dans ARAS en quelques mois. Donc on voit ici, par exemple, on voit en haut le calendrier. On voit qu'on avait commencé par exemple en mars 2015. C'était là vraiment après la décision et la sélection d'ARAS comme plateforme. Et nous étions en octobre. Nous avions déjà nos premiers utilisateurs qui utilisaient ARAS. Et certains n'utilisaient plus que ARAS. On avait essayé d'éviter que certains utilisateurs aient à utiliser plusieurs plateformes en même temps. On a dû attendre à peu près un peu plus d'1 an pour pouvoir commencer à remplacer complètement et à migrer complètement nos anciens systèmes. Et en moins d'1 an et demi, on avait fermé nos anciens systèmes. Et c'était plusieurs milliers d'utilisateurs et c'était, par exemple, toutes nos données produites pour les téléphones, toutes nos données produites pour Xbox, toutes nos données produites pour Surface, toutes nos données produites pour, par exemple, les périphériques, donc les souris, les claviers. C'est aussi HoloLens, 3D, enfin, holographic glasses, big screens, donc Surface Hub. Mais c'est aussi, par exemple, on avait commencé déjà à inclure, par exemple, nos serveurs Azure, donc serveurs cloud, les racks assemblés. Donc, beaucoup d'utilisateurs, moins de 2 ans, on n'avait plus nos anciens systèmes.
Je reviendrai à ça dans les bénéfices à la fin. Donc, notre idée, c'était vraiment, les bénéfices de cette opération, c'était à la fois d'avoir quelque chose qui serait moins cher, qui serait meilleur, et de l'avoir plus rapidement. Quand on regarde ce qu'on avait fait avant, les systèmes précédents, combien de temps il nous avait fallu pour les installer, combien de temps nous avions mis pour éteindre les systèmes d'avant, on pense qu'on a fait ça quasiment 2 fois plus vite. Et on a passé de longues heures, on a eu beaucoup on a été très exigeants avec, par exemple, nos consultants Arras et nos autres consultants et nos équipes et nous-mêmes pour y arriver. On a aussi, en utilisant une méthode agile, on a dû aussi, par exemple, ajouter des automatismes, automatic testing, continuous integration of the build. Donc, par exemple, être capable de quasiment chaque jour, et même d'ailleurs plusieurs fois par jour, recréer une base de données Arras avec les dernières versions des programmes, des méthodes, des configurations. Aujourd'hui, on fait ça plusieurs fois par jour automatiquement. Et on a rajouté des tests automatiques, donc on regarde ce qui pourrait être cassé par de nouveaux ajouts. Et ça a changé complètement aussi notre méthode, disons. Ça nous a permis de faire des prototypes très rapidement et d'accélérer notre développement. On a aussi diminué, alors ça, ce n'est pas vraiment le développement de la plateforme PDM en elle-même, mais c'est surtout le développement des produits qui utilisent la plateforme PDM. On a réussi à transformer nos process qui étaient parfois très manuels en des process beaucoup plus digitaux, beaucoup plus intégrés. Et les meilleurs retours qu'on a de nos utilisateurs, c'est quand ils se souviennent du système legacy et qu'ils s'aperçoivent maintenant qu'en fait, c'est pas plus mal, c'est même beaucoup plus rapide. Ils n'avaient jamais eu la possibilité, par exemple, d'utiliser des Office Integration qu'on a vu, ou par exemple, d'avoir des rapports directs, ou par exemple, de pouvoir importer des données, ou par exemple, d'avoir à entrer les données une seule fois et pas 2 fois comme il le faisait avant ou même voire plus. On a aussi, avec notre système, pu être prêt on a pu parer à des évolutions, des nouveaux requirements, des nouvelles lignes de produits qui se sont rajoutées. Au départ, par exemple, on n'avait pas pensé qu'on rajouterait nos données produits pour, par exemple, les équipements de test ou les équipements de fabrication. Mais on les a rajoutés ensuite. On s'est aperçu que cette plateforme marchait aussi, pas seulement pour les produits finaux, mais même pour, par exemple, tout ce qui était manufacturing equipment, testing equipment. La même chose pour, par exemple, nos serveurs cloud. Au départ, on avait un focus surtout sur Xbox, Surface, les téléphones. Avoir aussi tous les serveurs dans le même système, on n'avait pas prévu ça immédiatement. Mais on a pu étendre le data model, par exemple, rajouter des fonctionnalités, rajouter des intégrations dans le même système. Donc c'est évolutif et on est prêt à accueillir plus de données. Et d'ailleurs, on le fait. Par exemple, on a prévu de rajouter notre packaging, user guides, et peut-être même quasiment tout le packaging à la fin et le matériel publicitaire, par exemple de Microsoft. On a des discussions pour remplacer des systèmes comme cela, ou avoir encore plus de données, donc plus de détails pour, par exemple, les serveurs Azure, parce que plus de détails et plus d'informations. En termes financiers, alors, je ne suis pas l'expert, mais on me dit qu'on aura sauvé, mais je ne pense pas que c'est le nom, qu'on aura économisé beaucoup. Alors, je m'excuse parce que j'avais prévu de faire la présentation en anglais, puis je me suis aperçu que c'était peut-être mieux d'utiliser
le français. Donc, on aura économisé beaucoup d'argent. En fait, et c'est vrai, on a déjà vu que, par exemple, on a pu réduire, bon, malheureusement, nos équipes, mais on a pu aussi simplifier, disons, les équipes de support. On a pu, évidemment, retirer nos anciens serveurs, nos anciennes solutions. On a d'ailleurs utilisé Arras, pas seulement comme le système de production, mais aussi comme une archive. Pour, par exemple, certains de nos systèmes de gestion de données techniques, on n'a pas migré toute l'information dans le nouveau système. Une partie, on l'a migrée dans un autre système Arras dont on s'est servi. On a créé avec le data model, on a créé en fait plus ou moins une copie de l'ancien pour avoir dans Arras une archive. Donc on peut aussi utiliser Arras en tant qu'archive, quasiment. Nous avons aussi offert des nouvelles solutions pour nos utilisateurs. Donc, et c'est là que nos utilisateurs sont parfois très contents. Des solutions qu'ils n'avaient pas avant, des rapports qu'ils n'avaient pas avant, des possibilités d'éditer les informations qu'ils n'avaient pas avant. Tout cela dépend bien sûr du système qu'ils avaient auparavant, parce que certains avaient déjà la possibilité, d'autres ne l'avaient pas. Mais de manière générale, nous avons quand même offert beaucoup plus de facilité qu'auparavant, sans casser la plateforme Arras. Enfin, parce que la plateforme est assez harmonieuse et, disons, assez simple, on a aussi remarqué qu'on pouvait avoir des nouveaux utilisateurs beaucoup plus rapidement qu'avant. Certains systèmes legacy étaient assez compliqués, à la fois user interface, mais même les concepts ou le data model, pour avoir, par exemple, une nomenclature à tous les niveaux, ou par exemple, pour faire simplement une recherche de part, c'était beaucoup plus long. Dans le nouveau système, dans beaucoup de cas, c'est plus intuitif, et on a des utilisateurs qui simplement suivent un self-learning, et après quelques minutes, sont capables de chercher, de réutiliser les informations, alors qu'avant, ils auraient sûrement demandé à des collègues de le faire pour eux. Alors, quelques lessons learned. Le premier, c'est stakeholder engagement, donc engager nos clients, nos utilisateurs. On a fait ça très rapidement. En fait, pendant l'évaluation, déjà, nous avions un panel assez large d'utilisateurs qui participaient aux évaluations pour choisir pour choisir les plateformes, pour donner leur avis, pour tester, pour regarder les présentations. Et nous voulions les engager, nous voulions qu'ils soient motivés par la nouvelle solution. Nous voulions aussi être sûrs que ce que nous allions, développer serait en phase avec leurs attentes et avec leurs besoins. Nous voulions aussi être agiles parce que nous savions que ce que nous allions entendre de nos clients pourrait changer. Un second, c'était d'avoir un focus sur ces long-term business outcomes, ce qu'on avait défini au départ. On avait quand même certaines priorités. On voulait être sûr qu'on aurait un système qui aurait une collaboration avec, par exemple, les collaborateurs externes. On voulait être sûr que ce soit un système avec lequel on puisse créer des intégrations avec nos lignes de fabrication à la fois internes et externes. On voulait être sûr, par exemple, qu'on ait un système qui soit évolutif ou un système qui inclut le digital thread. Donc, on avait certaines priorités que l'on voulait être sûr d'assurer dans le long terme. On a aussi remarqué que parce qu'on est agile, ce n'est pas pour ça que l'on ne doit pas documenter et écrire ce qu'on a décidé. On a à la fois voulu être agile et rapide, mais on a quand même écrit, tous les requirements, on a tout gardé aussi. Enfin, on a voulu être sûr de garder nos décisions, de les documenter, d'être sûr de pouvoir revenir dessus, de pouvoir les relire, de pouvoir les comprendre. Et surtout, c'était important car on avait une collaboration multi-site. On avait à la fois des personnes qui développaient en Europe, des personnes qui développaient en Inde, des personnes qui développaient chez Arras, des personnes qui développaient chez Microsoft, d'autres systèmes intégrateurs. Il fallait donc qu'on documente de façon complète ce qu'on allait faire.
mais être prêt à changer en même temps. Nous voulions aussi réutiliser les standards. L'idée, c'était à la fois de ne pas refaire ce qui existe déjà, mais aussi d'être plus rapide et parfois de donner de nouvelles idées. Parce que souvent, ce que nous avions comme requirement, c'était plutôt ce qu'on avait déjà fait avant, ou ce qu'on avait déjà vu avant, ou ce que l'on pensait qu'il fallait faire. On voulait des idées fraîches. Et on a eu beaucoup, justement par l'intermédiaire de standards, dans soit d'autres plateformes, soit d'autres systèmes, soit des standards internationaux, ou par exemple des propositions de nos consultants, Aras ou d'autres systèmes intégrateurs. Ensuite, nous voulions garder disons, cette méthode agile et nous voulions être sûrs qu'elle continue. Et elle continue de nos jours. Par exemple, je ne dors quasiment plus parce que nous avons toutes les 2 semaines à la fin, nous finissons un sprint. Toutes les 4 semaines, nous allons, avec une nouvelle release, nous allons en production. Et à chaque fois, il faut revérifier, il faut être prêt avec notre backlog, il faut être prêt à faire la release note, il faut être prêt à, disons, informer l'équipe support. Ça ne s'arrête plus. En fait, on est parfois plus rapide que nos utilisateurs. C'est-à-dire qu'on développe et on met en production des nouvelles capacités qu'ils ne sont pas prêts à utiliser. Parfois, c'est eux qui nous demandent d'être plus lents, ils n'en ont pas encore besoin, ou ils ne sont pas prêts à mettre cette intégration en route. Et on a vu que souvent, on n'était plus le bottleneck. Enfin, c'est les données qui sont dans le système. Pas seulement les procédés, pas seulement le système lui-même, mais aussi toutes les données. Elles ont une énorme valeur. Et on s'est aperçu, par exemple, qu'avec Aras, c'est la manière de gérer les bases de données, SQL Server. Les données sont assez clairement stockées et nous permettent une intégration très facile, par exemple, avec Power BI. Et on a pu produire des dashboards et des rapports qu'on n'avait jamais pu faire avant. Et on a découvert des catastrophes, des duplicates, des problèmes dans des choses qui étaient released à the top, mais pas released du tout à the bottom. On a découvert qu'on n'utilisait pas qu'on n'utilisait pas les suppliers qui étaient préférés. Et tout ça grâce justement à l'analyse de nos données. Et c'est très difficile dans le système lui-même ou quand on voit qu'un seul niveau. Mais dès qu'on peut avoir ces données dans, par exemple, Power BI ou dans d'autres systèmes de Business Intelligence, on est capable de... Enfin, on découvre plein de choses. Et ça, nos utilisateurs sont très, très contents. En fait, ils sont contents et ils veulent maintenant utiliser le système parce qu'ils savent que s'ils rentrent les données dans notre système PLM, il y aura des intégrations, ils pourront voir les résultats, ils n'auront pas besoin de refaire le même travail dans d'autres systèmes. S'ils suivent le process, ou par exemple notre Engineering Change Management Process, ils seront sûrs que les usines auront automatiquement les informations, alors qu'avant, il y avait parfois, c'était parfois quasiment plus rapide de ne pas suivre le système, de ne pas documenter dans le système PDM. C'était plus simple d'envoyer un email. Mais maintenant, ils se sont aperçus qu'en fait, finalement, l'investissement avait un retour et c'était, disons, c'était intéressant de passer du temps, quelques secondes, à créer la part ou de mettre à jour la nomenclature dans le système Aras plutôt que de juste envoyer un mail. Nous avons plus d'informations dans un white paper que mes collègues ont fait sur donc, comment nous avons réussi en à peu près 8 mois à avoir Aras en production pour plusieurs centaines d'utilisateurs et en moins d'1 an et demi, disons, d'arrêter nos anciens systèmes. Et aujourd'hui, nous avons plus de 3000 utilisateurs. Nous avons des intégrations avec nos systèmes ERP, avec nos systèmes CAD, nos systèmes ICAD, notre système, par exemple, d'Environmental Compliance. Nous avons intégration, évidemment, avec Office. Nous avons intégration avec Power BI. Nous avons, comme je vous l'ai dit, une interface que nous avons fabriquée nous-mêmes pour nos utilisateurs externes. Nous utilisons par exemple
External Access, je ne me souviens plus du nom pour Arras, mais de nouvelles solutions pour contrôler l'accès de nos collaborateurs externes à nos données dans Arras. Nous avons de multiples fonctionnalités pour éditer, par exemple, des centaines d'articles en même temps et changer leurs propriétés, ou par exemple éditer des centaines de structures en même temps et les modifier, les ajouter des parts, en enlever. Beaucoup de choses que nous n'avions pas avant. Et nous n'avons pas cassé Arras parce qu'à peu près 1 an plus tard, nous avons fait notre premier upgrade. Et miracle, en moins de 3 mois, nous étions passés de SP2, je crois, SP2, à SP8, ce qui a aussi résolu plein de feedback à propos de la performance. Et je pense que dans quelques mois, on va à nouveau planifier notre prochain upgrade, puisque maintenant, on est devenu un petit peu addicted. Voilà.